Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Suivez les dernières actualités et l'évolution réglementaire du secteur dans notre magazine, sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à partir de 33 € sur génieclimatique.fr. Depuis 2019, sur les quelques 193 000 vieilles chaudières fuel déposées, plus de 7 sur 10 ont été remplacées par des pompes à chaleur RO ou pompes à chaleur géothermiques, de quoi voir fleurir les groupes extérieurs sur les façades des maisons. C'est pourquoi aujourd'hui, dans On réinvente l'eau chaude, Génie Climatique Magazine s'interroge sur cette abondance de thermodynamique. Va-t-elle nuire à la performance énergétique des équipements? Pour en parler avec nous, François Galen, directeur chauffage chez EFI. Bonjour François. Bonjour. Et Julien Montméas, directeur marketing et business développement au sein de Toshiba. Bonjour à vous, Julien. Bonjour Anne-Sophie. Je le rappelle, Covid oblige, ce podcast est enregistré chacun derrière son ordinateur. Alors, Julien Montméas, on parle énormément de la pompe à chaleur depuis quelques temps en remplacement du fuel. Mais finalement, est-ce que cet engouement pourrait abîmer l'image qu'on a de la technologie, une image présentée comme très vertueuse ? Finalement, la pompe à chaleur, ça fait quelques années qu'elle est en place sur le marché français. Depuis 10 ans, on a pratiquement 1 million de packs qui sont installés sur l'ensemble du territoire. Donc, j'allais dire le professionnel et le particulier, l'utilisateur, ont bien évidemment une connaissance de ce système-là. D'abord, dans le neuf, on a quand même implanté la pompe à chaleur dans le neuf il y a quelques années, donc on a constaté qu'elle était relativement efficace sur des applications plutôt plancher chauffant et eau chaude sanitaire. Bien évidemment, depuis 2-3 ans, il y a un virage radical qui s'oriente sur la rénovation énergétique des bâtis. Donc, effectivement, si on prend pas si on n'accompagne pas correctement ce marché-là, c'est-à-dire d'un point de vue technologique, d'un point de vue formation et d'un point de vue suivi, on pourrait nuire à cette technologie-là. Mais je pense que les fabricants ont bien intégré qu'il fallait accompagner l'ensemble de la filière là-dessus, quoi. Mais comment on l'accompagne alors du coup ? Quels sont les outils mis en place ? Les outils mis en place, déjà, c'est d'avoir des machines qui correspondent aux attentes du marché de la rénovation énergétique. On est sur un marché qui est là pour substituer de la chaudière en totalité, de la chaudière fuel en totalité. Donc, ça veut dire que les équipements, les industriels tels que Toshiba, eux, on fabrique des machines avec des températures qui permettent de travailler sur des émetteurs déjà existants depuis un certain nombre d'années. On fait en sorte que les machines soient performantes aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'on remplace une chaudière pour remettre un équipement qui soit aussi énergivore qu'une chaudière. C'est pas vraiment le but. Donc, on est aussi en train d'augmenter, et nous, on le fait en mettant sur le marché des machines avec des scopes, donc des scopes saisonniers relativement importants. On est là aussi pour pérenniser un fonctionnement dans la durée et avoir des performances énergétiques qui soient pertinentes pour l'utilisateur. François Galen, chez EFI, vous avez marqué fort les esprits avec votre offre de pompe à chaleur à 1 €. Alors, c'était il y a un petit moment maintenant. Depuis, l'offre s'est adaptée aux nouvelles aides, forcément. Comment on peut garantir une installation de qualité quand on propose une PAC à 1 €? Alors, la garantie, dans la garantie, c'est d'abord le parfait achèvement. Donc, c'est savoir à qui on s'adresse. Et je pense que c'est là où on doit d'abord être vigilant, c'est trouver la bonne société, le bon artisan pour son installation. Donc, dans un premier temps, c'est de comparer. Donc, l'AFPAC avait publié ses 10 commandements qui sont, de notre point de vue, assez inégaux d'ailleurs dans leur importance. Le fait de comparer, de prendre son temps et de recevoir une visite technique, par exemple, c'est-à-dire une visite sur site, demander l'étude simplifiée de déperdition de l'installateur ou mieux encore de celle du fabricant permet déjà d'avoir une installation en tout cas réduire les risques sur la non-qualité. Et après, la bonne pratique, si on va jusqu'au bout, c'est vérifier les conditions évidemment de garantie, voir comment le SAV va être effectué et donc de fait prendre un contrat d'entretien idéalement avec l'installateur qui a fait l'installation, afin de se prémunir des éventuels déconvenus, y compris liés au matériel d'ailleurs, post-installation. Donc voilà. Vous parlez beaucoup de l'installateur, de son rôle dans la bonne pratique. Toute la responsabilité ne tient qu'à lui, ne tient qu'à l'installateur. Il est où le fabricant dans tout ça? Alors, c'est peut-être une question aussi que je peux poser à Julien Montméas. François Galen, allez-y.
Ouais, fabricant, il est assez important et à vrai dire, vis-à-vis du particulier, si je mets de côté les aspects techniques, performance des machines, etc., qui ont été évoqués et qui sont forcément essentiels, mais en remplacement du fuel, globalement, avec aujourd'hui les marques reconnues sur le marché, on a des performances en termes d'économie d'énergie et financières qui sont quand même importantes. Donc, ce qui va compter ici, ça va quand même être le dimensionnement de la machine. Et les fabricants, sur le choix des accessoires et le choix du matériel, ont un rôle à jouer sur le bon dimensionnement des machines, et également qu'elles s'entourent d'installateurs de qualité. Et donc, de mon point de vue, venir renforcer les aspects formation, mais aussi certification de ces installateurs pour qu'ils soient un petit peu agréés par la marque et donc que leurs clients aient des avantages. Et je pense qu'il faut créer davantage de différences entre les entreprises qui sont connues par les fabricants, de celles qui le sont moins et qui peuvent ne pas forcément avoir la même qualité notamment de service après-vente. Julien Montméas, comment on se positionne alors quand on est fabricant dans ce grand remplacement du fuel par les pompes à chaleur? Je pense que François a bien résumé la situation. La technologie, elle est relativement bien maîtrisée par la plupart des fabricants dont Toshiba fait partie. Bien évidemment, le produit, on peut avoir le meilleur produit du monde si on n'a pas formé les équipes, les installateurs et qu'on ne suit pas le produit dans l'expérience utilisateur particulier, on court à la catastrophe. Donc effectivement, la filière, bien évidemment, le prérequis, c'est un produit de qualité avec des performances énergétiques qui relèvera le challenge de s'adapter sur une installation existante qui a 20, 30, 40 ans. Par contre, il va falloir pouvoir accompagner l'installateur dans son dimensionnement, dans les prérequis liés à l'environnement de la PAC, parce qu'on ne change pas une PAC de la même manière qu'on implémente une chaudière en remplacement. Il y a un certain nombre de prérogatives à prendre en compte. Donc, il faut former bien évidemment les installateurs. Nous, Toshiba, on le fait puisqu'on met en place des sessions de formation, soit dans nos centres de formation, soit directement chez les installateurs qu'on souhaite agréer pour éviter les déplacements, les choses comme ça. Bon, actuellement, on le fait aussi en visio. Et l'accompagnement, il se fait aussi tout au long de l'expérience d'utilisation d'une PAC, c'est-à-dire que derrière, avec la législation qui est aussi entrée en vigueur avec la maintenance des PAC d'une PAC tous les 2 ans, il faut aussi s'assurer que tout ça, ça soit bien conduit sur le terrain et bien réalisé. Clairement, là, je suis installateur, voire je suis particulier. Comment j'arrive à faire le choix entre toutes ces pompes à chaleur qui sont arrivées sur le marché et comment je peux m'assurer de la performance énergétique de l'appareil? Après, il y a des critères qui sont spécifiques et qui sont spécifiques à la marque, mais qui sont, j'allais dire, recoupables dans les différentes marques qu'on peut voir sur le marché. Bon, déjà, je pense que se fier à des marques et à des noms connus, ça peut être déjà bénéfique pour un particulier. Se rassurer sur le fait qu'on a des machines performantes avec des COP et des scopes, ce qui est plus important parce qu'un COP peut être biaisé aussi. On est là pour chauffer une saison d'hiver complète et pas chauffer quand il fait 7 degrés à l'extérieur. Donc, c'est important de regarder la saisonnalité de la performance de la machine. Regarder aussi les conseils qu'on peut donner sur les différents blogs qu'on peut retrouver ou sur les sites de marques qui mettent bien évidemment en avant leurs compétences. Mais je pense qu'il y a tout un environnement à analyser et je pense qu'il y a aussi à choisir le bon partenaire pour réaliser l'installation de sa PAC. C'est-à-dire qu'on devra aussi faire confiance à un installateur qui lui mettra tout en œuvre pour que la PAC performante soit bien installée et correctement utilisée par la suite, quoi. C'est un avis que vous partagez, François Galen? Ouais, je dirais que c'est un duo. C'est-à-dire qu'il faut choisir le bon duo marque-installateur. L'installation est importante et la machine ne pourra pas venir compenser des défauts d'installation. L'inverse est sûrement vrai, mais en rénovation en tout cas, clairement l'installation est clé, à la fois sur la PAC en elle-même, sur l'installation, mais aussi l'environnement, parce qu'on parlait de l'environnement proche de la PAC, mais il y a aussi l'état du réseau hydraulique, par exemple, qui est essentiel pour la performance aussi de la machine. Donc, j'ai envie de dire que 2 machines de marques différentes installées sur la même maison en rénovation, si le réseau hydraulique, par exemple, n'est pas désemboué ou pas pris en charge ou pas entretenu, elles ne vont pas avoir les performances, elles vont avoir des performances inégales, y compris sur la base des performances, on va dire, espérées par le fabricant. Donc, moi, en tant que particulier, je dirais, je vais faire attention à ce choix.
je vais demander l'étude simplifiée des perditions du fabricant, qui va au moins me dire, par rapport aux critères de ma maison, est-ce que la machine déjà convient. Et je pense que le dimensionnement est un facteur clé. Après, c'est vrai qu'il faut parfois investir dans des travaux dits annexes pour mieux performer et s'assurer qu'on ait une bonne pérennité de l'installation et de la machine. Mais je parlerai plutôt d'un duo. Clairement, alors j'imagine déjà votre réponse à tous les deux, mais est-ce que en remplacement du fuel, une PAC, ça marche à tous les coups? Je dirais que ça ne marche pas à tous les coups. Et François D'accord. vient de souligner une chose, et on peut parler d'ITE et d'éléments parallèles à la rénovation énergétique. Hein. Une PAC va pas contrer des déperditions qui ne seront pas gérées de manière cohérente, quoi. On est là pour faire de la rénovation énergétique, on est là pour moins absorber, on est là pour moins émettre de CO2. Hein. On est dans une phase de décarbonisation complète, hein, avec ce qui est entrepris par le gouvernement français. Donc, j'allais dire, regarder que par la lorgnette du système énergétique qui gère à chauffer un bâti, je pense que c'est pas la bonne solution. La solution, elle est globale et il faut faire une analyse complète. François Galen, allez-y. Ouais. Moi, je suis assez partagé parce que techniquement, on peut mettre en rénovation en France, on pourrait mettre une PAC sur toutes les maisons. Moyennant d'autres travaux, isolation, etc., non? Après, il y a la question du coût. Déjà, ça ne va pas coûter forcément la même chose. Il y a des travaux annexes et surtout, liés à la régulation, ne pas procéder à des travaux liés à l'enveloppe avant de changer son système de chauffage, en général d'ailleurs, mais particulièrement pour une PAC, est une erreur. Une erreur forte. Et donc, du coup, pour des maisons mal isolées, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça pourrait surdimensionner le matériel, ça pourrait devoir le changer plus vite. On va le payer plus cher parce que probablement elle va être plus puissante. Elle va aussi tirer un peu plus sur forcément sur les déperditions sont plus importantes donc sur le réseau et donc des consommations plus importantes. Alors, il y a toujours une économie par rapport à l'existant, probablement, à moins d'avoir un château. Il y a des exceptions. Hein. Il y a aussi des exceptions où en fait on ne peut pas faire passer une PAC là où les gens veulent. Donc il y a aussi cette volonté du particulier, c'est-à-dire on ne va pas lui imposer de mettre une PAC en pignon sur sa terrasse où il passe du temps. Donc je dirais que c'est possible techniquement, mais ce n'est pas souhaitable pour le particulier, pour l'environnement non plus. Mais c'est techniquement possible et le réseau électrique, lui, sera prêt à accueillir la PAC, mais aussi la voiture électrique dans les consommations de réseau. Je vais faire une petite parenthèse à notre sujet. Vous pensez réellement que le réseau électrique pourra subvenir à toutes ces demandes si tout le monde avait une PAC demain? Alors, c'est pas moi qui le dis. Il y a des études qui ont été menées par des organismes qui sont liés à la Commission européenne notamment, qui ont fait des études sur l'impact de l'arrivée de la voiture électrique ou d'ailleurs des pompes à chaleur en Europe en rénovation ou dans le neuf. Et ils sont très, très confiants sur la capacité du réseau à le faire. Il y aura des cas où le réseau devra être adapté localement à l'accueil. Il y a très, très peu de cas. Hein, c'est un peu un mix rural, j'ai envie de dire, et pas urbain. Il y a eu très peu de cas où des pompe à chaleur ont été la source de problèmes sur un réseau électrique de façon très localisée. Et ça n'a pas été sans résoudre ce problème. Donc, évidemment, il faut suivre cette adaptation. Elle est aussi relativement lente. Hein. On dit que le marché est en expansion, mais on parle en rénovation 100 000 pièces par an pour l'instant. Ça reste par rapport à la chaudière gaz, somme toute, encore très faible. Donc, il faut accompagner la croissance des usages électriques. Et ça ne commence pas par la PAC. Il y a la voiture électrique qui en fera partie. Julien Montméas, un avis peut-être sur cette tension du réseau électrique? C'est une excuse qui vient assez souvent, il faut le dire, hein, pour ceux qui critiquent la technologie en tout cas. Ouais, je pense qu'en France, on maîtrise relativement bien notre production d'électricité. On est un des pays d'Europe qui la maîtrise le mieux. Le ministère de la Transition énergétique, avec le SNBC, la stratégie nationale bas carbone, a fait des études, comme le disait François, et on sait très bien qu'on va pouvoir adapter notre nouveau rythme de consommation électrique dans les années futures, pour bien évidemment réduire l'empreinte carbone et la consommation de tous les Français et atteindre la neutralité carbone qu'on s'est fixé, enfin que le gouvernement s'est fixé à 2050, quoi. Donc ouais, on n'a pas peur de ça. Hein. Je pense qu'on s'est déjà organisé pour pouvoir produire suffisamment et décarboner à tous les niveaux, hein, PAC, voiture électrique, etc., etc. C'est marrant que vous parlez. Juste pour compléter, Anne-Sophie, on n'a pas parlé de stockage, mais au même titre qu'une voiture électrique peut stocker l'électricité quand on ne l'utilise pas, une PAC peut stocker sur nos chaudes, par exemple, peut stocker de l'énergie.
Oui, avec un ballon Donc, tampon. dans des logiques de réseau intelligents, on pourrait très bien s'appuyer sur des réseaux de pompes à chaleur existants. C'est vrai que c'est une piste à creuser. Il faudra en parler du coup à nos amis installateurs. Tout à l'heure, François Galen, vous parliez justement de ce groupe extérieur qui pourrait être sur la terrasse et du coup, ça ne donnait pas très envie aux particuliers. Si demain tout le monde a une pompe à chaleur, est-ce que c'est pas un petit peu d'ailleurs la fin de la fête des voisins? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un terme à ce beau silence qui peut régner dans nos campagnes et un peu partout en France? Julien Montméas, est-ce que vous bossez vous sur la performance Acoustique. ouais, exactement acoustique? Oui, bien sûr, c'est inévitable. Hein. On voit fleurir aux quatre coins des lotissements des pompes à chaleur. Ça s'est vraiment développé dans le neuf avec énormément de petits groupes extérieurs qui commençaient à fleurir partout. Donc, évidemment, la pompe à chaleur de demain ne sera pas la pompe à chaleur d'aujourd'hui. Déjà parce que la RE 2020 va bien évidemment amoindrir les besoins de capacité de chauffage des nouveaux bâtis. Donc, naturellement, peut-être que demain, la pompe à chaleur, elle ne sera plus à l'extérieur, mais elle sera à l'intérieur. Elle sera conçue d'une autre manière. Donc, il y a encore beaucoup d'évolutions pour le marché du neuf qui sont en train d'être entrepris par les industriels, dont on fait partie. Après, à côté de ça, la pompe à chaleur en rénovation, effectivement, on la travaille d'une autre manière et on commence à avoir des gammes et des produits qui sont bien plus performants acoustiquement pour éviter d'entendre ronronner le chauffage de son voisin. Ça, c'est évident. François Galen, c'est une crainte que vous entendez parfois chez les clients défi? Ouais, c'est souvent le contre-exemple. La contre-référence, les installateurs doivent y faire attention lors de l'installation. Il n'empêche qu'il y a des cas forcément qui arrivent de particuliers et de voisins qui se plaignent pour différentes raisons. On ne perçoit pas le son de la même façon. Il y a l'orientation, le positionnement. L'acoustique, c'est assez complexe. Et donc là, on rentre dans un monde où en fait, on doit faire avec l'autre aussi, qui ne l'a pas. Et ça donne lieu à des cas complètement différents. Mais lors d'une installation, évidemment, il y a des cas assez simples à sortir où on ne devrait pas recommander une pompe à chaleur en rénovation quand on est trop proche de pièces de vie de voisins ou dans une configuration qui va amplifier le bruit, par exemple. Mais ça reste anecdotique. Alors c'est vrai que je rebondis sur ce que François, excusez-moi Anne-Sophie, c'est aussi une éducation et je pense que l'installateur d'aujourd'hui et l'installateur d'hier a évolué aussi. Il a évolué dans ses dimensionnements, dans ses choix de machines et je pense que EFI, comme Toshiba, comme les grandes marques de chauffage, maintenant font en sorte de conseiller, d'orienter sur les sélections machines, donc de faire les bons dimensionnements qui permettent de mettre des machines adaptées et naturellement en étant non surdimensionnées, elles font beaucoup moins de bruit à l'extérieur aussi. Il y a un tout qui est en train de s'accumuler et qui fait qu'on arrive à avoir des bénéfices positifs, mais malgré tout, le psychologique d'avoir une pompe à chaleur sous son nez, même si elle ne tourne pas, peut engendrer des problèmes de voisinage, ça c'est sûr. Ce sera ma dernière question. Avant que tout le monde ait une pompe à chaleur, il faut les produire, il faut les amener à destination. On le sait, hein, la crise sanitaire qu'on vit actuellement peut perturber. Comment ça se passe chez Toshiba et chez EFI? Voilà, l'approvisionnement, la fabrication de tous ces équipements. Alors, si je me permets, je commence à répondre, François. Nous, on s'est organisé puisque depuis septembre dernier, Toshiba rapproche sa production puisqu'on est un fabricant japonais qui fabriquait énormément en Asie. Donc, on a ouvert une usine en Pologne pour se rapprocher du marché européen, dont le marché français en pompe à chaleur est le plus dynamique. Hein. Donc, clairement, on part sur un circuit court pour plusieurs raisons. Déjà, pour pouvoir servir le marché d'un point de vue volume, mais aussi pour décarboner aussi notre production et faire en sorte de ne pas traverser la moitié de la planète pour équiper des logements en décarbonant notre cher pays, quoi. Ouais, ce serait un petit peu une ironie dans le système. Exactement. François Galen, ça se passe comment pour vous avec cette crise? Alors, nous, on a des marques qui fabriquent soit en Europe ou en Asie pour les groupes extérieurs. Donc, on n'est pas forcément impacté de la même façon. Il commence à y avoir des tensions. Ça se sent dans les communications des dates de livraison, etc. On a un mode d'approvisionnement chez EFI qui nous permet de nous couvrir en partie sur ces délais, mais il a une limite. Et clairement, les tensions actuelles, à la fois sur les délais, mais également les coûts, aura forcément des répercussions sur les dates des chantiers et également du coup sur le coût pour le particulier. Vous la voyez comment là, la fin d'année 2021, l'année 2022, ce grand remplacement du fioul par les pompes à chaleur?
Je te laisse la parole. Ouais, d'accord. Clairement, on est dans une dynamique qui est assez impressionnante. On voit qu'entre 2019 et 2020, malgré un gel sur le mois de mars de l'activité, on a réussi à faire autant de pompes à chaleur RO que l'année précédente. Donc, clairement, on est sur une tendance qui est plutôt bonne. On vise encore une année assez impressionnante d'un point de vue développement. On imagine qu'on puisse avoir à horizon de 3 ans à 350 000 packs vendus et installés en une année. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a plus à gérer des problématiques telles que François les souligne d'approvisionnement et de production. Et puis le bras armé de tout ça, c'est-à-dire l'installateur, il va falloir aussi pouvoir le former et ne pas nuire à cette technologie comme vous le mettiez en introduction, ne pas bâcler les installations à tout craint parce que il y a un business et il y a du volume à gérer, quoi. Donc c'est une problématique qui se travaille depuis la production jusqu'à la mise en route et poursuivre avec la maintenance, quoi. François Galen, je vous laisse le mot de la fin sur ces prévisions à court terme. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de voyants qui ne sont pas au vert pour la PAC RO en rénovation. Il y en a très très peu, si ce n'est éventuellement ce feu orange sur l'approvisionnement. Mais sinon, tous les voyants sont au vert. Il y en a un autre qui est orange, c'est celui qui est la stabilité des différentes aides et différents systèmes de primes qui n'arrêtent pas de changer. Et on nous promet encore des changements pour les mois et années à venir. Celui-ci, il est assez néfaste pour le développement d'un marché. Il subsiste que le matériel en lui-même, il est de plus en plus connu, apprécié par les particuliers. C'est la solution évidente pour le remplacement du fuel. Et donc, il y aura forcément une croissance dans les années à venir. Et effectivement, je mets le même point d'attention, qui est l'accompagnement de la filière des installateurs pour produire des installations de qualité. Une montée en compétences et un nombre suffisant d'installateurs et puis une petite stabilité des aides gouvernementales, ça ferait pas de mal. Merci à tous les deux. Je le rappelle, on réinvente l'eau chaude spécial After Fuel. Ce n'est pas un, mais 3 podcasts à retrouver sur génieclimatique.fr. Et puis si vous voulez un peu de rab de cet After Fuel, ça se passe en lecture dans le numéro d'avril de Génie Climatique Magazine. Merci, au revoir. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.